Donc l'idée, enfin moi je l'ai formulée comme ça. Qu'enseigne-t-on ici, aujourd'hui, quand on est prof de yoga? Sachant que dans l'enseignement, on parle jamais de posture et qu'ici, un cours de yoga se résume globalement à un enchaînement de postures. Mm. Alors, est-ce qu'on fait... Quel est le rapport entre ce qu'on pratique et l'enseignement dit de yoga? Ah, ça me fait pareil. Ça me fait pareil depuis le début, moi. Et du coup, peut-être essayer de comprendre déjà d'où viennent ces postures. Puisqu'ici, on va dire, si on dit le mot yoga, tout de suite, les gens pensent posture. Alors, c'est quoi ces postures? D'où ça sort? Puisque c'est pas dans l'enseignement tel qu'il est transmis. Est-ce que c'est OK si je fais quelque chose d'un peu autobiographique? Oui. Parce que je pense que mon cas est classique. Bien sûr. J'étais en sport-études de rugby en classe de seconde, dans un lycée à Béziers, et notre entraîneur nous a mis au yoga. C'était en 1982. Ouais. Et il nous a mis au yoga en nous disant « Être costaud, c'est bien gentil, mais vous devez être extrêmement endurant, vous devez sauter haut et courir vite, principalement. Donc vous pouvez compter sur cette pratique. » Alors, c'était pas lui le professeur, il nous a présenté un professeur. De toute façon, on faisait plein d'autres sports. Ah oui, On en faisait du complément? basket, on faisait tout sauf du rugby. On avait nos matchs en rugby, nos championnats de machin, nos sélections en équipe de France, tout le tralala rugby, mais on passait notre temps à faire autre chose. C'était le génie de cet entraîneur. Donc on a fait de la sophologie, on a fait, voilà, puis basket, handball. Le handball, c'est extrêmement violent pour les contacts, beaucoup plus que le rugby, hein, bref. Plus tout ce qui est athlétisme pour développer nos capacités. Et donc, au-delà de l'athlétisme, il nous a dit, ah ben, vous allez voir, cette pratique de yoga, c'est exceptionnel. Et pour nous montrer, parce qu'on a découvert à cette occasion que ce type-là avait une histoire, il se met en appui sur la tête, tu sais, Oui. à l'aide des mains. Oui. Donc il était à l'envers, Tête en debout bas. sur la tête, les jambes en l'air, mais quand même avec l'appui des mains. Et il continue à nous parler en posture inversée. Et il lâche le sol avec ses mains, il vient mettre ses mains le long du corps. Et donc il était vraiment complètement en appui sur la tête tout en continuant à nous parler. La magie. À nous, ça nous a scotché. Et c'est comme ça que il y a eu pour moi, en tout cas pour moi et mes petits camarades du sport-études, une première expérience donc de gym. Ce qui m'a frappé tout de suite, c'est que ça m'a fait un effet bien-être bœuf. En fait, j'étais d'accord avec le projet. On disait pas coach, mais aujourd'hui, oui coach, quelle bonne idée, sauter plus haut, courir plus vite, tu vois, t'as 16 ans, t'es d'accord, quoi. Mais en fait, c'est pas ça que ça m'a fait. C'est que les premières séances m'ont fait un effet de bien-être physique. Et quand t'es sportif de haut niveau, c'est pas que tu connais pas. L'endorphine, tout ça, t'es gavé, en fait. Donc, tu sais ce que c'est que le bien-être. Il n'y a pas que la souffrance dans le sport de haut niveau. Mais là, en fait, j'ai pris le fait d'être bien comme seul objet. Moi, dans mon coin. Et de retour chez mes parents, après cette année au sport-études, j'ai réintégré un lycée normal. Et de retour à Aix-en-Provence, chez moi, j'ai voulu absolument retrouver un endroit pour mieux voir ce que c'était que cette chose. Mais t'en avais aucun imaginaire? À l'époque, en général, et pour moi, c'était un truc de hippie. Oui. C'était un truc de hippie en slibard qui mange des graines. Et qui plane. Et qui plane en revenant d'Inde. D'accord. En même temps, dans les mêmes années, tu avais Patrick Edlinger, un extraordinaire athlète qui grimpait les falaises du Verdon, qui font quand même 300 mètres de haut, à main nue, sans corde. Et dans cet imaginaire hippie à prouesse corporelle incroyable, mais il y avait des gens comme ça, tu vois, en 1982. Et nous, on était des bons petits gars, mais on était aussi des jeunes branchés et puis des sportifs, quoi.
Et donc, t'es rentré chez toi et t'as cherché un... Je cherchais un endroit, je me suis retrouvé, donc il n'y avait rien. Si, il y avait un endroit hyper cher avec des vieilles en ville, et c'était genre 100 francs le cours. J'y Voilà. ai été une fois pour voir ce que c'était, je ne suis plus jamais retourné. Mais à côté de chez mes parents, il y avait un centre Hare Krishna, où ils chantent des chansons Hare Krishna, ils ont des banderoles Hare Krishna, tu vois le genre. Et ils proposaient une pratique de yoga. Et là, c'était très codifié, c'est un mouvement religieux un peu sectaire, Hare Krishna. Et donc là, je me suis retrouvé en slip kangourou de matière tissu éponge orange. Les filles avaient le même genre de slip, mais sans kangourou, et elles avaient droit à un t-shirt, c'est des filles. Et on pratiquait donc des trucs très engagés, infaisables, de souplesse. Uniquement dans la souplesse? Parce que Moi, toi, c'est en le tant que souvenir que j'en ai. sportif de haut niveau, tu devais avoir une musculature Oui, j'étais OK pour être... en force. oui, ça. Mais par contre, la posture de la charrue, c'était difficile. Que m'asseoir à genoux, les fesses posées sur les talons, l'avant des cuisses était tellement développé, m'empêchait de m'asseoir sur mes talons. Donc, Ouais. il fallait apprendre tout ça. Bon. En tout cas, il y avait aussi le lycée, il y avait les histoires de sexualité en classe de première, tu vois, laisse tomber. Et en fait, avec mes copains de lycée, qui étaient plutôt des babacools, et ben, à Aix-en-Provence, on s'est justement mis à l'escalade sur les falaises, voilà. Et donc, pour moi, cette pratique de yoga a refait alliance avec un côté, on grimpe sur des surfaces, la Sainte-Victoire, c'est des surfaces calcaires de 100 à 200 mètres de haut. Voilà, des grandes dalles calcaires sur lesquelles on grimpe. Et pour nous, ça voulait dire aller là-bas en stop, c'est à une dizaine de kilomètres d'Aix, et passer le week-end, monter là-bas avec nos cordes, nos machins et de la bouffe et tout ça, puis les copines qui voulaient bien venir, c'est tout ce truc-là. Mais c'est important de donner des détails, parce qu'en fait, il y a une réalité humaine, mais qui inclut tout. Et pour qu'une mayonnaise prenne, tu vois, chez quelqu'un, pour aimer, je sais pas, la montagne, le cheval ou la voile, bah, il faut qu'il y ait tout ça. Oui, bien sûr. Donc pour moi, ça s'est passé comme ça. Pour faire très court, après ça, je suis monté travailler à Paris à l'âge de 20 ans. Je suis monté travailler à Paris dans la photographie et les médias. Et j'ai cherché à retrouver cette qualité qui me semblait... Mais tu vois, en fait, il y a un film dans mon truc. C'est que le cours de Hare Krishna, c'était n'importe quoi. Oui. Mais il y avait tout le truc autour. Et dans le cadre des... Et c'est quoi tout le truc autour? Eh ben, la montagne, l'escalade, les sorties, les week-ends entiers qu'on passait. On séchait l'école aussi. On séchait Mais c'était l'école. pas dans le cadre de Hare Krishna que vous faisiez de l'escalade? Oui, mais Si. moi, dans mon vécu... Ah, oui, tu as associé les deux. Ah bah moi, c'était tout ça ensemble. D'accord. Et à Paris, je ne l'ai pas retrouvé. De prime abord. Je l'ai retrouvé, tu vois, donc j'ai fait des essais infructueux. Et à 23 ans, à Boulogne, à la piscine municipale de Boulogne, dans le club municipal de Boulogne, il y avait un cours de yoga. La première fois que je me suis pointé, eu une crise de fou rire extraordinaire qui m'a collé la honte. La prof s'est approchée de moi et m'a félicité d'avoir une crise de fou rire comme ça. Et ça m'a un peu accroché à cet endroit. Et à 23 ans, je suis vraiment rentré dans une pratique qui était intéressante. Et qui était déjà la pratique de Nilaoutov. Et qui était en lien avec ce que tu avais vécu la première fois en sport-études? Disons que choper un fou rire, c'est typique d'un lâcher prise, pour faire simple. C'est-à-dire que quand tu as beaucoup à lâcher, quand on a gros sur la patate, donc au bout de 3 ans de Paris à bosser dans les médias, il semblerait que j'en ai gros sur la patate. La crise de fou rire, c'est un très bon truc, quoi.
Hein, je suis parti là-dedans. Après ça, très vite, j'ai rencontré la mère de mes enfants, eu des enfants, et la pratique de yoga est restée en filigrane dans notre famille, en fait. Moi, je me suis mis à beaucoup bosser dans les médias, donc en tant qu'homme, pour gagner la vie de la famille. Voilà, mais mes enfants connaissent cette pratique très bien. La mère de mes enfants pratiquait 15 000 fois plus que moi à cette période-là. Voilà, c'est parcours typique. Tu vois, je raconte ça exprès en supposant que des tas de personnes qui pratiquent le yoga en France aujourd'hui pourraient s'identifier à ça. Dans le fait qu'on ne trouve pas forcément tout de suite une pratique dans laquelle s'inscrire, tu veux dire? Non, Aussi... c'est que je nomme yoga ce que France Inter, France Télévisions, TF12 et compagnie nomment yoga eux aussi. C'est-à-dire une pratique corporelle. Bon, pour faire très simple, voilà, il y a une pratique corporelle. En fait, on fait de la gym. Et cette gym s'appelle yoga. Et pourtant, c'est Pourquoi ? pas complètement de la gym. Ou ça n'est pas que de la gym. Moi, j'avais fait de la barre au sol un peu avant. La barre au sol étant les échauffements danse classique. Typiques de la danse classique. Ça ressemble quand même pas mal. Mais la grande différence entre les cours que j'avais pris à Boulogne, donc qui étaient plus proches de l'enseignement de yoga que ce que j'avais connu avant, et la différence entre ces cours-là et la barre au sol, c'est que la dimension de la respiration, c'est-à-dire ce qu'on appelle le vinyasa en fait dans l'enseignement de yoga, le fait de toujours allier le mouvement au déploiement de quelque chose. Alors soit on va partir dans l'expansion des capacités inspiratoires ou dans la résorption selon la posture, selon le mouvement. Et il va toujours y avoir un accompagnement entre la forme que prend le corps et une tentative extrême en fait d'aller visiter le fond, le bout de ce que peut être une inspiration ou au contraire une expiration. J'avais jamais vu ça avant, ni dans la barre au sol, ni dans aucun sport de rien. En ayant été ensuite client chez des ostéopathes, jamais entendu parler de ça non plus. Dans énormément de cours de yoga, j'en ai pas entendu parler non plus. Mais dans ce lieu-là, donc à la piscine municipale de Boulogne, il y avait un soin extraordinaire à nous montrer que ce qui était appelé pratique, c'était des exercices gymniques, mais qui ont la particularité d'être un prétexte à visiter les extrêmes de ce que notre corps peut vivre comme mouvement respiratoire. Ça, j'avais pas vu. Et c'était flagrant. Et si je me suis pris des claques énergétiques comme ça, à base de fou rire et compagnie, je pense que c'est lié. Oui. Ouais, à ce génie technologique ou ce génie ostéopathique. Aujourd'hui, j'aime bien utiliser le mot ostéopathique parce que l'ostéopathie est vraiment du domaine de la culture européenne, occidentale, même si c'est revenu par les États-Unis après. C'est un peu comme si une conscience alchimique moyenâgeuse avait par des biais internes à la franc-maçonnerie, je sais pas quel truc et tout ça, tu vois, un peu comme ça, les découvreurs de pyramides de l'époque napoléonienne, tu vois, il y a un schmilblick qui s'est fait et qui a fait que à la fin du 19e siècle, au début du 20e, il y a des ostéopathes qui sont apparus en Europe, aux États-Unis. C'est-à-dire des personnes avec une capacité à toucher l'être dans sa profondeur en passant par les mouvements des membres. D'un côté médical, pour réduire une entorse, par exemple, etc. Il y a un génie de la réduction d'entorse
qui s'appelle l'ostéopathie, mais l'ostéopathie, ce n'est pas que ça, c'est de toucher au plus profond de la physiologie, mais même de la chimie, et tu veux dire, il y a un moment où la chimie devient même nos fluides et nos essences, tu vois. Et cette pratique de yoga que je décris, je sais très bien qu'elle a été faite, elle a été créée à la fois en Europe et à la fois en Inde, dans des lieux de l'Inde pas du tout traditionnels, pas du tout chamaniques ou védiques, au contraire dans l'Inde la plus en contact avec les colons. Donc l'Occident. Oui, c'est dans l'Inde la plus occidentale que des Indiens chargés de... Alors eux, tu vois, de la même chose que nous. Donc je parle d'Européens qui ont pu être chargés de quelque chose de très ancien et peu connu. Tu sais, là, quand on plonge dans le passé de notre magie, on parlerait volontiers des grandes religions, du christianisme, tout ça, mais on passe un peu sous silence cette alchimie, c'est-à-dire cette science... Des sorcières, des druides et... qui prend... Oui, qui vient d'aussi profond, mais qui, dans le Moyen-Âge, et surtout la fin du Moyen-Âge, reprend encore sur une forme médicalo-magique avec une certaine efficacité. Donc, nous, on a ça. Et en Inde, donc, nous, on a ça, et on a aussi, dans le même goût, des officiers de l'armée britannique qui pratiquent la gymnastique suédoise, dans un but, justement, très ostéopathique. La gymnastique suédoise, c'est la puissance du guerrier britannique, mais c'est aussi sa bien-être, et c'est aussi sa beauté, et c'est aussi le flegme et la moustache du bel, tu vois, du bel officier de l'armée britannique, qui est un aristocrate, évidemment, etc. Tu vois, on est dans ce truc-là. Donc ça, c'est pas rien. En Inde, ils ont exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des castes de sachants qui viennent de loin, et il y a aussi une aristocratie. Donc il y a une aristocratie aristocratique, de la caste des guerriers, comme chez nous, et il y a une deuxième aristocratie qui est brahmanique, et qui est les castes des intellectuels. Voilà, ça nous fait plonger jusqu'au début de notre ère. Et au-delà du début de notre ère, ça redevient le chamanisme védique antique, etc. Donc les Indiens ont cette intelligence-là, qui est à la fois aristocratique d'un côté, mais n'oublie pas le monde des sadhus. Également. Qui eux sont pas du tout aristocratiques. Oui, mais par contre qui sont branchés sur les mêmes trucs. C'est-à-dire que l'enseignement de yoga, qui n'est pas ce dont nous parlons, hein. Je ne peux pas tout dire aujourd'hui. L'enseignement de yoga, pour les sachants et les castes dominantes, comme pour les sadhus, c'est l'intelligence de la connaissance. C'est toucher l'intelligence. C'est arrêter d'être con. Et par le biais de la relation corporelle directe à ce qui advient, enfin corporelle non, de l'être entier à ce qui advient, qu'on appelle samadhi, cette relation pleine et entière et directe, il y a une valorisation très importante, donc aussi bien dans les castes aristocratiques que à l'autre bout du spectre, chez les va-nu-pieds organisés en secte depuis le Moyen-Âge, on valorise la connaissance en ce qu'elle permet d'agir puissamment dans le monde. Parce que l'essence même du chamanisme védique, c'est cette action puissante dans le monde en étant allié à ce qui porte le monde de l'intérieur, en étant allié à ces sons, à ces énergies, nous on dirait, mais là-bas on dirait plutôt des sons et des mémoires qui portent le monde de l'intérieur. Un rocher, s'il apparaît en tant que rocher, c'est parce que la terre, l'air, l'eau, le feu et l'espace, selon une intrication des mémoires de roches du monde, il y a d'abord cette présence de une trame. Ouais, de l'essence, et plam, les grands éléments, la terre, l'air, l'eau, le feu, s'agglomèrent en forme de roche. Et donc il y a une conscience, et je ne doute pas qu'un alchimiste éclairé de l'Europe
et aussi cette même sensibilité à la réalité et à la matière. Tu vois, il y a des correspondances. Au début du XXe siècle, les aristocrates britanniques et les aristocrates indiens, éclairés par les va-nu-pieds de l'Inde aussi, qui sont toujours en train d'exister eux aussi en tant que secte puissance et qui finissent, puis parfois, la secte des Yoginath, entre le 15e et le 17e siècle, a su devenir riche et promouvoir un Hatha Yoga, c'est-à-dire un yoga, se joindre à quoi? Se joindre au roi, non. Se joindre à une religion, non plus. Se joindre à ce mystère énergético-sonore qui fait la trame du monde jusqu'à l'apparition d'une roche ou d'un être humain qui a sa structure interne, sa structure de mémoire. Tout le truc est là. Donc, si tu veux, là, dans ce que je raconte, je suppose que tu vois cet effet, on s'éloigne, le cours de yoga, quel rapport? A priori, pas. A priori, il n'y a pas de rapport, parce que la science de la connaissance des choses, tu vois, en fait, c'est très scientifique, l'enseignement du yoga. Et expérimental. Ben, la science, la vraie, elle est expérientielle. Tu vois, on est dans quelque chose d'extrêmement scientifique, mais c'est de la science alchimique, pour ne pas dire védique, pour ne pas dire chamanique. Mais tout ça, c'est de la science quand même. Il s'agit d'être efficace, il s'agit d'entendre le monde et de s'allier à lui, d'être avec les choses. Ça, franchement, c'est un chaînon manquant de notre culture. Oui, l'alchimie chez nous est méconnue. L'enseignement du yoga, qui correspond peut-être un peu à ça, est inconnu de l'Inde aussi, mais déjà beaucoup plus connu. Parce qu'on n'a pas foutu les druides sur des bûchers en Inde. Voilà. Donc il y a quelque chose d'un peu, si tu veux, pour nous, l'effet qui se coule extraordinaire, c'est qu'on sent, les humains, on sent. Et tout à coup, ce chaînon manquant chez nous, il apparaît en Inde. Et nous, ça nous fascine. C'est une très bonne chose que ça nous fascine. Alors, de la rencontre des officiers de l'armée britannique et des personnages les plus éminents des castes brahmaniques, qui sont les colonisés, mais qui sont aussi les collaborateurs. Dans l'Empire britannique, les aristocraties locales sont corrompues par le colon qui leur dit « Allez nous chercher de l'or, du bois, du thé, et on vous payera en armes. » Oui. En Chine, en opium, on a fait. En opium cultivé en Inde, d'ailleurs. Tu vois, il y a des espèces de trocs comme ça, où il s'agit non pas d'envahir un pays, là, c'est des continents entiers, quand on parle de la Chine et l'Inde, vis-à-vis du Commonwealth. C'est un truc de dingue, encore au début du XXe siècle. Ouais. Donc on a des phénomènes politiques et humains, existentiels, d'une puissance extraordinaire, et puis des gens qui se regardent, l'aristocratie indienne qui est obligée de collaborer, et qui s'enrichit aussi. Les palais des Maharajas du 19e, 20e siècle, c'est les plus riches. Le Maharaja de Mysore avait pour ambition, en 1920, 30, 40, d'électrifier complètement Mysore, de goudronner les routes, de faire des salles de cinéma où les gens pourraient venir, tu vois, où le peuple pourrait venir, et son palais était somptueux. Et c'est dans ce Maharaja de Mysore que le pandit du Maharaja, le pandit du roi, a été chargé de la mission par le roi d'aguerrir dans le contexte des années 1930, 1940, 50, c'est-à-dire où le socialisme poussait de toutes ses forces. La révolution socialiste, c'est 47, mais les décennies avant, c'était préparatoire et quasiment des états de guerre civile, sporadiques. Le Maharaja a chargé son pandit, donc
on peut pas comparer avec la structure catholique, si tu veux, parce qu'il n'y a pas d'administration vraiment religieuse. Mais en tout cas, c'est un sachant. C'est le sachant du roi. Oui, c'est l'enseignant du roi. C'est le garant de la tradition pour le niveau du royaume. Il était connu pour avoir fait son pèlerinage. On fait un pèlerinage. On est à l'âge de 16-17 ans, on devient ermite pour apprendre à la relation au vrai monde. Tu vois, ermite dans la montagne. Pas un truc d'ermite, hein. C'est un truc de... Bien aux éléments. De jeune homme, d'initiation. On te sort du monde humain, on te colle dans la montagne, et tout à coup, t'as plus tes repères humains. C'est très dur, hein, l'ermitage. C'est pour ça que pour nous, pratiquer un ermitage de 10 jours, c'est une expérience extraordinaire pour nous. Se coller 10 jours dans la montagne, avec peut-être un accord à quelques amis pour être ravitaillé 1 ou 2 fois, ça reste extrêmement puissant pour nous aujourd'hui. Donc ce pandit du Maharaja de Mysore, qui est connu, hein, Krishnamacharya est très connu, le Maharaja lui avait demandé de sortir sa science des sadhus, parce que dans son pèlerinage, il avait... Mysore, c'est au sud-ouest de l'Inde, et le pèlerinage qui va bien, c'est les sources du Gange. Hein, c'est dans l'Himalaya. Exactement à l'autre bout. Et donc la formation excellente et la maximale, si tu veux, c'est un grand ermitage où on apprend tout. On apprend le réel des éléments, mais on apprend aussi de son maître. En étant assis à côté de son maître, on apprend oralement les aspects de la tradition. Et à la fin de cet ermitage, il y a un grand pèlerinage. Et Krishnamacharya était connu pour avoir traîné avec des sadhus dans son pèlerinage et pour avoir été enseigné d'eux de ces pratiques guerrières, alors, mais qui sont à la fois guerrières, qui sont à la fois masochistes. Il y a vraiment un truc de la purification, il y a un truc chez les sadhus et dans le Hatha Yoga de la purification par l'ascèse. Quand même un truc de malade. Hein. On avait nos mortifications. Oui. Donc, comme chez nous. Chez nous, on a retenu mortification. Là, ça peut être... Qui n'a pas déjà vu un documentaire avec un sadhu qui fait le vœu de garder le bras en l'air jusqu'à ce que sa main se dessèche, ou qui soulève des rochers en les accrochant à ses couilles. C'est un truc complètement délirant. C'est ça le monde des sadhus. Donc Krishnamacharya était connu pour avoir reçu un enseignement de Yogidat. Ça, c'est les sadhus classe riches. C'est vrai. Ouais. Et donc il était vu comme étant... apte à faire une bonne gym martiale à tous les enfants de la famille royale, de façon à ce qu'ils s'aguerrissent. Bon voilà, tu vois, ce yoga occidental est beaucoup né dans les années 40 sous l'impulsion de ce fameux Krishnamacharya au palais de Mysore, mais c'est pas un enseignement de yoga. Non, c'est une technique corporelle de renforcement. D'aguerrissement. D'aguerrissement psychico-corporel, enfin, tu vois, d'aguerrissement. La demande, c'est celle-là. Krishnamacharya a fait ça. La gym suédoise des officiers de l'armée britannique, c'est ça. Alors, la rencontre des deux, elle avait déjà eu lieu avant, parce qu'on s'observe, tu vois. La révolution socialiste advient. Les vrais aristocrates, ils ont des terres, des richesses. Ils se sont souvent exilés à Bombay ou à New Delhi. Et ils sont devenus des industriels, des armateurs de la flotte indienne, de navires indiens. Il y en a beaucoup sur les eaux de la planète. Mais par contre, les brahmines, là, t'as même pas une place d'instit à l'éducation nationale socialiste, t'es grillé, hein. Et ce Krishnamacharya, à Mysore, pour survivre, avec ses nombreux enfants, tu penses bien, est devenu le
professeurs de fitness des riches marchands de Mysore, toujours sur le même modèle. D'aguerrissement. Alors là, le fitness, c'est plus de l'aguerrissement, c'est du fitness. C'est-à-dire que monsieur l'industriel a pris du poids et à la goutte, il faut s'en occuper. Et donc on revient à quelque chose de finalement assez ostéopathique, à une pratique corporelle de type ostéopathique. Et c'est ce bien-être-là que tu as ressenti, toi? Ah, j'en sais rien. À ce premier... Peut-être. C'est pas fait exprès. Mais en tout cas, la nature de ce cours de yoga s'est formée comme ça. Cet industriel, ça fait bouche à oreille. Le beau-fils de Krishnamacharya qui faisait la même chose à Pune, dans les collines au-dessus de Bombay, a eu comme élève Elohim Melouin, tu sais, Elohim Melouin, oui, le violoniste. Oui. Et donc il s'est retrouvé propulsé comme star des théâtres en Suisse dans les années 60, 70, 80. Hein, et ainsi de suite. Et donc ces gens, ces yogis, entre guillemets, mais on a appelé ça yoga. Donc une pratique physique qui de type aide à restaurer l'équilibre, si on ne veut Ouais. pas employer un mot savant, l'ostéopathie. Moi j'aime va bien dire. le mot ostéopathie, je le trouve noble et beau. Et il n'induit pas en erreur, il n'y a pas d'erreur. Tu vois, c'est le mot qu'il faut pour la chose. Chez nous, le mot yoga est plus difficile parce que il vient se coller à une pratique ostéopathique indienne. Alors, moi, je veux bien considérer que l'ostéopathie made in Mysore ou Pune, c'est la meilleure du monde parce que est récupérée par là une science antique. Sauf qu'il y a quelque chose de peut-être préventif. Et puis il y a l'Ayurveda aussi. Là, on fait l'impasse sur l'Ayurveda. Allô, quoi. C'est une médecine ancestrale qui n'a cessé d'évoluer et qui n'a jamais disparu, comme la médecine traditionnelle chinoise. Donc ces gens-là, ces gens communiquent. Ces gens sont les élèves les uns des autres, etc., etc. L'Inde et la Chine plus tard, en années 80, il y a un grand apport des médecines traditionnelles chinoises en Occident. Ouais. Mais d'abord l'Inde. Voilà, il y a une mayonnaise qui a pris. Mais on appelle ça yoga. C'est toujours un peu... C'est pas grave. Mais c'est toujours un peu dérangeant de nommer quelque chose... C'est pas décalé de sa réalité. Et oui, il y a une vérité des choses qu'on appelle rupa en sanskrit. Et le nama, c'est le nom, et le namarupa, le mot composé, c'est la représentation. Et en termes de connaissance, c'est un peu grave de confondre. Parce que ça nous fait passer à côté de l'enseignement de yoga. L'enseignement de yoga, sous le nom yoga, 20 siècles sans galipette, ou en tout cas 16 ou 17 siècles jusqu'au Hatha Yoga des yoginaths. Ouais. Il y a 17 siècles sans pratique corporelle particulière, enfin comme nous on l'entend. Parce qu'attention, être assis en ermitage, c'est super corporel. Bien sûr. Un truc de dingue. Et l'enseignement de yoga montre bien que dans cette assise, l'assise étant à la fois au sens propre le fait d'être assis en tailleur, mais à la fois au sens figuré d'avoir trouvé en soi une assise au sens figuré, bien sûr, pour être assis au sens propre. Et encore au-delà, il faut que, au-delà de cette assise, quand on vaque à ses gestes quotidiens dans la journée, il y ait quelque chose qui soit transmuté. Et cette transmutation dans l'enseignement s'appelle pranayama. C'est-à-dire
Le prana, c'est un terme générique pour les souffles, le souffle, les souffles. C'est un des souffles, donc il donne son nom au souffle au pluriel. Et ayama, c'est l'expansion, et yama, c'est la maîtrise. C'est comme quand on maîtrise un art, oui. C'est qu'on s'est engagé pleinement. Voilà, suffisamment profondément et longtemps pour être délivré du contrôle, pour être délivré de tout besoin de tenir les choses. Ça a été suffisamment pratiqué pour que ce soit devenu intégré, entre guillemets naturel. C'est un naturel qui ne l'est pas du tout. En vérité, c'est du conditionnement. Paradoxe. Nous sommes censés, pour toucher le vrai, nous libérer de nos conditionnements qui nous empêchent, qui nous donnent des a priori sur le monde et qui nous empêchent de toucher le vrai. Et en même temps, la connaissance de l'harmonie musicale, par exemple, bah, c'est du conditionnement. Mais c'est du conditionnement joint, yoga, à dharma, ce qui porte les choses de l'intérieur. Donc ce n'est plus du conditionnement naturel-mondain, c'est du conditionnement dharmico-divin. Voilà. Donc oui. J'ai essayé de faire très vite et très très dense pour brosser comme une bulle, une espèce de grande bulle qui, les Védas c'était il y a 3500 ans, mais beaucoup de ce que je raconte c'est finalement au XXe siècle, mais en tout cas on a les ingrédients. Alors, quand on fait de la gym dans un studio de yoga dans une grande ville européenne, a priori, sauf si le désir du pratiquant et le désir de l'enseignant et leurs possibilités respectives sont concordantes, et puis habité de ce désir de connaître. Pas le désir d'avoir un joli petit cul, pas le désir d'être plus souple, comme moi j'ai pu connaître, pas le désir d'être plus performant ceci, pas le désir, juste le désir de se dire, tiens, qu'est-ce qui pourrait dans une gymnastique ostéopathique, dans le sens le plus noble du terme, qu'est-ce qui pourrait être aidant à une démarche de connaissance? Voilà, ça, c'est ce qui m'occupe, toi aussi. Enfin, je sais, on est ensemble là-dessus. Comment on fait? Et c'est là peut-être que le terme de posture peut avoir son intérêt, puisque c'est un terme qui est pris comme étant même la synthèse du yoga, et qui là aussi, comme tu disais tout à l'heure pour l'assise, permet différents niveaux de lecture. Donc la posture, c'est d'abord celle qu'on imagine engagée physiquement sur le tapis, mais c'est aussi une attitude, et donc c'est un certain rapport au monde, une certaine façon de s'engager. Pour moi, c'était intéressant parce que ça va jusqu'à raisonner, jusqu'à son contraire, l'imposture. Donc ce que ça peut avoir de moral ou d'éthique plutôt. Et peut-être de retraverser cette question sous ce prisme-là, de voir comment en partant du tapis, donc de cette gymnastique ostéopathique, on peut arriver à s'ajuster physiquement, s'ajuster dans des gestes du quotidien qui sont donc hors de la salle de yoga, hors du tapis, et s'ajuster finalement dans notre rapport au monde, enfin dans notre relation avec les êtres, avec ce qui nous entoure, là où on est, et dans un rapport qui soit plus vrai ou plus direct. Alors tu me fais penser à un ingrédient qui est pas toujours évoqué, mais chez les pratiquants un peu acharnés, ça l'évite. Ça l'est rapidement, à défaut de l'éviter. C'est au niveau de l'alimentation et du respect de quelque chose qui est de l'ordre des lois cosmiques chez nous. C'est-à-dire la digestion dans le sens, la métabolique. C'est-à-dire comment respecter ce que la nature a prévu pour l'être humain en termes d'alimentation et donc de construction des briques du corps. Là, il y a quelque chose à faire. C'est pourtant rarement abordé, ou alors sous l'angle d'injonction ou d'interdit,
Ouais. Mais il y a des prises de conscience à faire. On a été instruits tous les deux. Oui. Par Philippe de Fallois, par Patrick Tomatis aussi, dans ce truc-là. Et Neil Aoutov faisait partie du mouvement hygiéniste. Lui, c'était un représentant du monde du yoga dans le grand mouvement hygiéniste des années 50. Shelton, tout ça. Mhm. Alors, il y a l'histoire du jeûne. On va laisser un peu de côté parce que c'est un outil complexe à utiliser, dangereux aussi. Mais il y a des prises de conscience fondamentales à avoir sur le fait que nous sommes vivants et les briques qui devraient constituer notre alimentation, ce devrait être du vivant. Avec la mère de mes enfants, dans la trentaine, on vivait à la campagne, on avait un potager, les enfants et tout, on était quand même à fond dans ce genre de choses. Moi, j'avais une vie très déstructurée dans le monde des médias, les avions, les jet lag et tout ça, avec des petits problèmes de santé, enfin des problèmes de surmenage surtout. Mais si tu veux, là est apparu quand même, c'est des prises de conscience qui ne restent pas là pour toute la vie, hein, mais est apparu le fait que tous les dérèglements viennent du fait que je ne me nourrissais pas de vivant. Au restaurant, dans les avions et les hôtels, la nourriture, les aliments sont composés, industriels, et donc l'être vivant est mort depuis longtemps. Le blé est mort depuis longtemps. Quand il est farine. Quand il est farine et avant qu'on en fasse du pain, etc., etc. Revenir à une alimentation type 19e siècle, à base de potés, et pas forcément végétarien, mais tu vois, la fameuse poule au pot dont on nous parlait en cours d'histoire pour Henri IV. Pour Henri IV, une poule au pot pour une famille le dimanche, c'est une extrêmement bonne consommation carnée, ça suffit en fait. Mais ça suffit pourvu que les apports minéraux d'origine végétale soient hyper importants et vivants, que nous puissions ingérer des légumes. Dans l'Ayurveda, on se pose ces questions, on y répond. Hein. Dans les cuisines traditionnelles ayurvédiques indiennes, on ne consomme pas quelque chose qui a été tué, entre guillemets, donc cuisiné, plus de 3 heures avant. Oui, à ce point-là. 3 heures, c'est la deadline. Le végétal vivant va être transformé à peine cueilli. Oui, et il faut que le temps, surtout avec la cuisson, donc la cuisson est vue comme dans le rituel védique, c'est-à-dire que l'action du feu civilise l'aspect un peu trop sauvage de certains aliments. L'aliment, par sa cuisson, devient, et c'est vrai souvent, assimilable, finalement plus facilement assimilable que cru. Mais le cru a son importance aussi, parce qu'il y a des minéraux qui ne survivent pas à la cuisson. Donc il y a vraiment un art indien, mais des campagnes européennes aussi. Il y a un art de l'alimentation. Oui, mais même si tu allais au marché tous les jours, tu avais plus de 3 heures entre le moment où le légume était cueilli et le moment où il était cuisiné. Les vitamines sont vivants dans les tissus. Alors, toutes les plantes vivent des vies différentes. Mais disons qu'un légume frais, sur l'étal du marché, il est vivant. C'est au moment où il est haché, cuit, qu'on considère qu'il est plus vivant. D'accord. Mais la vie, en fait, des minéraux, parce que c'est ce dont les on briques parle. en question, ce sont ces minéraux. Oui. Ces minéraux sont vivants dans une feuille, une racine coupée. Pendant plusieurs jours, peut-être. Avec des carottes dans du sable, on peut faire ça en semaine, mais avec une feuille de salade, très vite en heure, plus. C'est une question d'heure. Une feuille de cresson de fontaine, cresson de fontaine, ça part en couille très vite fait, c'est pour ça que ça vaut si cher,
etc. Bon. Donc il y a une science de ça qui serait déjà pour notre organisme une façon de se lier à Dharma, en tant que... Vivant. Le bonhomme avec sa matière, quoi. Parce que notre connexion spirituelle cosmique, tu vois, à la planète et au monde, est pas la même. Selon qu'on est nourri de ces minéraux. Que chacun regarde, selon son expérience. Et expérimenter cela, de toute façon, c'est chouette. Parce que ça nous donne des infos de dingue sur notre relation au monde. Alors, d'autres briques, voilà, en gros, regardons un être humain, il y a ce système de la nourriture, super important des Upanishads. Manger et puis être mangé. Alors, on pourra aller plus loin une autre fois. Mais, donc, il y a cette histoire de nourriture pour nourrir le métabolisme. Mais après, au sens figuré, il y a que nous nous nourrissons de bien autre chose. Nous nous nourrissons par la respiration. Nous nourrissons par les relations aux êtres humains, aux autres êtres, aux choses, aux événements. Tout ça, c'est de la nourriture. Et nous sommes aussi mangés. Dans une histoire d'amour, on est la nourriture de l'autre. Tu vois, on se nourrit de l'autre et on accepte de se faire nourrir aussi. Il y a des moments où s'offrir comme nourriture est une source d'énergie extraordinaire. Là, il y a beaucoup de choses à explorer par là. Oui. Mais en tout cas, pour regarder l'être humain de façon comme ça, scientifico, mystico-chamanico, etc., les choses marchent comme ça. Et la science ancienne de yoga s'intéresse beaucoup à tout ça. Alors, dans le rayon pranayama, la respiration, c'est-à-dire les 1000 qualités possibles de respiration, ça je l'ai extraordinairement exploré grâce à ces pratiques corporelles de yoga. Pour moi, toutes ces postures ont pour vertu, alors je passe les vertus ostéopathiques et médicales. Elles sont là, elles ne sont pas difficiles à voir, mais il y en a une autre qui est plus difficile à voir, qui est moins... Immédiate. Oui, mais non, ça peut être très immédiat. Mon fou rire, typique. Mais c'est moins évoqué. C'est que visiter les possibles des mouvements du corps dans leur extrême, parce que c'est quand même un truc de zinzin, comme je dis. Non, franchement, quand c'est fait sérieusement, il est quand même question d'explorer tous les mouvements que permettent le corps humain dans toutes les directions, mais pas seulement. C'est faire ce job dingue sous l'angle du mouvement respiratoire. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça me fait d'être debout, de lever les bras, d'inspirer. Je suis toujours debout et d'aller poser les mains derrière sur le mur. Ou pourquoi pas derrière sur le sol. Qu'est-ce que ça a permis en moi? Quel est l'apprentissage? Ce n'est pas tellement l'effet de la posture tout de suite. C'est qu'est-ce que je suis en train d'apprendre dans mes possibles inspiratoires. En permettant donc cette extension de toute la colonne vertébrale, des hautes dorsales, et ça inclut même le sacrum, le bassin. Tout va être dans une courbe comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire au niveau des épaules et des côtes et de l'abdomen? Et la distance entre le pubis et le sternum, elle fait x2. Ton ventre, il a 2 fois plus d'espace longitudinal, sans parler du volume. Donc tous les organes sont... aérés. Ben oui. Et les côtes s'élèvent. Chaque côte s'élevant donne encore plus de rotation en extension à chaque vertèbre. Et on se retrouve avec une cage thoracique gigantesque, le diaphragme libre, puisqu'il n'y a plus de pression par en dessous des viscères.
Et la poitrine est complètement en expansion. Les poumons le sont aussi. Les poumons sont des éponges qui suivent le mouvement. Donc tout à coup, on a des poumons immenses, tu vois, avec un abdomen complètement déstressé, vraiment décomprimé. Et le diaphragme fait ce qu'il veut. Alors, comme ça résiste pas ni en bas, ni en bas, ni en haut, chacune de mes intentions expiratoires ou inspiratoires a un effet immédiat. Bon, là, on vient. C'est pas tellement qu'on a fait un truc magique qui va nous faire un orgasme, c'est pas ça. C'est que notre intelligence interne a appris, ne savait pas. Mon corps savait pas que ça. Tu vois, pas mon corps, l'intelligence du corps. Cette espèce d'inconscient qui sait que cette espèce d'inconscience du corps, c'est un inconscient pour mon conscient, mais par contre c'est bien là, qui sait que comme j'ai mal au genou, faut surtout pas que je pose le pied comme ça, et qui va me permettre de vivre, de marcher même en montagne, en ne faisant jamais le mauvais mouvement. Donc qu'est-ce qu'on vient d'expliquer à cette intelligence? Qu'est-ce qu'on vient de lui montrer? Elle va en tenir compte. Et se mettre en boule, sur le dos, en fœtus, le menton sur le sternum, les genoux, tu vois, vraiment en fœtus, ramener vers genoux la poitrine, ramenés, mais même vers les épaules. Enfin, tu vois, les genoux vers les oreilles. Et si je pouvais arriver aux oreilles encore plus loin, et le front, s'il pouvait aller jusqu'au nombril, et que je puisse attraper mes pieds par l'extérieur, enfin bref, tu vois, de me mettre dans la forme la plus expiratoire possible, où là c'est tout le contraire. Hypercompression des organes, ils sont obligés de se loger, les organes abdominaux, ils sont obligés de se loger dans des endroits complètement improbables, et les poumons, qui sont toujours des éponges, se resserrent. Complètement essorés. Et quand ça cesse, je reviens dans ma forme médiane, tu vois, juste debout, en ayant vécu ces deux trucs de dingue. Bon, bah, en termes d'expérience cosmique, je viens d'apprendre quelque chose d'extraordinaire, et en termes de nourriture, par le prana, pas besoin de prendre des cours de physique. Mon intelligence vient d'apprendre un truc extraordinaire. Donc en termes de connaissances, c'est hyper malin. Ils sont très forts. Et ça, les gymnastes n'avaient pas fait. Ça, c'est merci les zozos de l'Inde. Ils sont super forts en médecine et en lettres entiers. Donc un enseignant de yoga qui a vécu ça, qui le porte, qui en est conscient, qui a appris par d'autres à le transmettre, bah là, on commence à être dans un truc intéressant. Et moi, c'est l'effet que ça m'a fait à 23 ans. Ça vient pas mal d'années que je chipotais sans trop comprendre ce qui se passe. Et là, dans un premier temps, j'ai fait un énorme fou rire. Puis je suis revenu dans ce truc-là, revivre constamment ces impressions. Bon, j'allais avec ma chérie de l'époque dans ses cours de yoga. Ça aide. Pourquoi ? Parce que de pouvoir le partager avec sa... J'avais 23 ans, j'étais jeune, tu vois, c'est pas assez longtemps avec cette personne, mais ça m'a fait un effet bœuf de pouvoir le partager, moi, en tant qu'homme, avec une femme, et qu'on soit dans une relation... le sexe à 23 ans, c'est hyper important. Bien sûr. Donc dans le terme, tu vois, donc, au début, il y avait eu une espèce d'alliance. Oui, les grandes parois calcaires, nanana, le slip kangourou, orange. Et tu vois, on se fait des espèces de mayonnaise existentielle, si tu veux. À 23 ans, c'est une chance extraordinaire de rencontrer une pratique sérieuse, accompagnée de sa chérie du moment. Parce qu'on avait le sentiment, je pense, c'est pas un sentiment faux, c'est un sentiment vrai, de partager quelque chose de très puissant existentiellement, au niveau de la nourriture, et avec la sexualité en plus, pour nous. Là, j'ai l'impression de vivre un truc de dingue. Dans un déploiement. Mais regarde comment j'en parle. Oui, ah ouais, non, c'est étonnant.
Je suis surexcité du truc à la Sainte-Victoire et je suis encore surexcité de t'expliquer tout ça parce que c'est vrai, c'est dingue. Donc, est-ce que ce serait comme un déploiement ou quelque chose d'un espace qui serait élargi? Oui, c'est-à-dire que le monde, oui, tu vois, il pourrait y avoir un sentiment paranoïaque. Ça nous arrive à tous. Sentiment d'enfermement, genre, ouais, je sais pas ce que j'ai, il se passe plus rien, de toute façon la société c'est de la merde, et puis c'est l'automne, et puis il fait froid, et puis on peut plus sortir, et puis on n'a pas d'argent, et puis c'est la crise économique, nanana. C'est pas forcément du délire, tout ça existe. Mais il y a un moment où on peut se retrouver pris, et c'est pas, il n'y a pas de problème avec ça. Soit dit en passant, c'est bien d'explorer ça. Explorer la dépression, la crise, le manque d'argent, la paranoïa, formidable. C'est comme expérimenter l'expiration. Au plus profond, rouler en boule dans son fœtus, on n'a plus vue sur rien. Mais on ne peut pas rester comme ça indéfiniment. Tu as comme perspective de te refermer encore pour que ton front puisse se diriger vers le nombril, ce qui est évidemment impossible, mais les genoux vers les oreilles... C'est bien ça à vivre. Donc le vivre au sens figuré, dans une forme de dépression et de désespoir professionnel, amoureux, j'en sais rien. Formidable. On est là pour connaître. Oui, mais comme il y a expire, il y a aussi inspire. Bah oui. Et quand ça se redéploie, oui, mais une expérience complète, c'est ça. Encore, tu vois, là, en termes de l'enseignement oral, bah, il faut accepter de vivre ces transformations-là. Si je refuse de vivre mon fœtus, bah, il y a quelque chose qui ne va pas être engrammé dans l'être. Il va y avoir un refoulé, comme on dit chez les psys. Et surtout que la qualité de l'inspire qui suit une profonde expiration est d'une toute autre nature. Bon, pour voir la qualité de cet inspire-là, il faut avoir accepté d'être. D'expirer, voilà. Ah ben, je suis au fond là. Et d'abord accepter ça, à partir de ce fond-là, il y a autre chose qui se redéploie. Oui, mais il y a la possibilité de le vivre au lieu de le nier. Tu vois, là, il y a tout à coup quelque chose à faire avec les mots, enfin avec l'oralité, la transmission, l'accompagnement. On ne peut pas inventer ça tout seul. Quand on est pris, on est pris. Le mot de dépression le dit quand même. Ouais. Dépression dit bien qu'il y a eu... Oui, il y a quelque chose... En météorologie, c'est ça. Il n'y a pas de problème avec les dépressions. Ben non. Les dépressions font partie des possibles. Bah, ça fait partie des polarités avec les anticyclones. Et s'il y a une vie dans la météorologie, bah, c'est parce qu'il y a ces polarités. Absolument. Et les 1000 couleurs qui peuvent exister entre les deux. Entre les deux polarités, etc. Voilà, donc ça, si tu veux, pour essayer de donner des idées, enfin une parole sur en quoi un cours de gym ostéopathique en ville pourrait être un lieu extraordinaire, moi je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Faut pas partir dans un autre film. Mais quoique, tu vois, partir dans un autre film qui serait oui, il faut réussir les postures, il faut réussir à se mettre debout sur les mains, on a beaucoup de trucs, évidemment, mais c'est pas nouveau, c'est pas le monde, la modernité, ou je sais pas quoi, mais on veut réussir, on veut être heureux. On veut réussir comme on veut être heureux. Vouloir être heureux, c'est pas que c'est mal, c'est que c'est inefficace. Ce qui apporte le bonheur, c'est la vérité. La vérité, elle vient d'une démarche vraie, c'est-à-dire d'une curiosité, d'une ouverture, d'une rencontre. Et tout à coup, le bonheur survient, puis disparaît. Il faut accepter tout ça. Si je veux être heureux, ça va être très difficile. Et surtout, ça va entraîner une crispation Mais oui. qui est contraire
à la possibilité même d'un bonheur. Et déception. Donc là, on est au sens figuré. Tout le temps, on passe on fait du copier-coller de paysages visionnaires de lieu en lieu, en fait. Ce qui est vrai pour la digestion est vrai pour la respiration, est vrai pour les articulations, pour les muscles et pour mes relations aux êtres humains. Oui, dans l'idée de cycle aussi. Ouais. C'est qu'on ne peut pas avoir une chose sans une autre et que... De même qu'on ne peut pas faire que inspirer, on peut pas... On ne peut pas que être heureux. Eh ben non. Être que heureux, comme ne faire qu'inspirer. Une personne qui ne fait qu'inspirer meurt dans les 3 minutes. Et on sait par pratique de cet enseignement notamment qu'il n'y a rien de plus puissant, tu l'as dit tout à l'heure, donc je le redis, il n'y a rien de plus puissant qu'une expiration pleine et entière qui vient du plus profond de l'expire. Apprendre à expirer, on n'expire jamais. J'ai eu un moment comme élève un marathonien, il s'était jamais dit que ce serait bien d'expirer. Non, le type était assez fort dans sa discipline, si tu veux, très raide, mais très efficace pour faire des temps, quoi. Et en fait, c'est sa femme qui me l'avait envoyé. Elle avait l'impression qu'il était en train de se tuer en faisant de la course de façon frénétique. Et moi, je trouvais ça assez vrai. Et il n'avait pas du tout capté que la capacité, tu vois, d'une façon physique, si tu veux bénéficier de tes 5 litres de capacité respiratoire, au milieu, les poumons ont 2,5 litres d'air résiduel. Donc tu peux inspirer et soupirer. Donc tu as fait plus 2,5 litres et tu es revenu à 2,5 au truc de départ. Mais si tu vides les 2,5 litres, et 5 litres. En plus, les litres, c'est un peu comme les bagnoles, tu sais. Les GTI et les... Il y a des litres pour les cylindres des bagnoles. Bon, là, ça parle. Mais c'est bon, ça. C'est tellement évident. Moi, on me l'a dit au yoga, ça. Patrick Tomatis qui nous a branché là-dessus. J'avais jamais percuté. C'est simple. Après, la mise en œuvre, voilà. Il y a un art de la mise en œuvre, tout ça s'apprend. Oui, et de ne pas rentrer dans une nouvelle forme de compétition. Parce que ça peut aussi être un enjeu. Mais encore une fois, la compétition comme l'expiration, vaut mieux savoir ce que c'est que pas savoir du tout. C'est formidable d'expérimenter la compétition et à un moment donné d'apprendre à ne pas y être enfermé. Là, pour la personne, l'enseignement est complet. Mais se priver de compétition, y compris des jouissances que ça peut apporter et des problèmes que ça peut apporter, ce serait dommage. Oui, non, mais je parlais dans la pratique respiratoire. Non, mais toi, je t'entends. Donc, mais je dis ça, c'est hyper important. Parce que le nombre de fois où j'entends des personnes qui disent pas de compétition, pas de compétition, non, je suis désolé. Il y a plein de personnes, il faut qu'ils fassent de la compétition. Qu'ils aillent explorer... leurs limites. Bah ouais, c'est hyper sain, quoi. C'est l'enfermement le problème. C'est jamais la chose. L'expérience n'est jamais un problème. L'enfermement à un endroit est un problème. Donc une pratique corporelle ostéopatho-yogique qui a pour objet pranayama, de toute façon les bienfaits sont des bienfaits médicaux et physiologiques. Je suis pas médecin, moi. Je suis même pas à niveau pour en donner tous les bienfaits. Mais bon, aussi, il y a des erreurs. On se fait des hernies discales dans des pratiques corporelles. Bon. Mais quand c'est fait intelligemment, il n'y a pas de raison. Et pourtant, il y a des raisons. Moi, j'ai une amie assez proche, qui a découvert une nouvelle forme de yoga qui prônait un peu un discours très original
sur la façon de traiter nos vertèbres. Elle s'est retrouvée avec 2 hernies discales. Et elle pense que c'est à cause de Cette pratique. cette pratique. Bon, moi j'en suis pas... Ça lui est arrivé à elle. Ça n'arrive pas à tout le monde, mais... Bon, ce genre d'accident existe. On peut pas faire n'importe quoi. Oui, mais on est censé... Enfin... Là aussi, si on est présent à ce qu'on fait, on doit sentir qu'on va pas dans le bon sens. Absolument. Et ne jamais croire aucun enseignant. Parce que l'enseignant en question, là, il est bien. Je le connais. C'est pas la question de croire, c'est d'écouter ce qu'on ressent. C'est faire confiance, en fait. Il y a le ressenti, et puis il y a le monde. Il y a un exemple très parlant en ce moment de ce fameux Thierry Casasnovas qui, dans le champ de l'hygiénisme, de la naturopathie, a mis à la mode le fait de se resustenter de minéraux en faisant des jus. Oui, de légumes, oui. Oui, de légumes. Pas de fruits, hein. Tu vas pas t'infliger des tonnes de sucre en mettant en jus 5 kilos d'orange et en buvant ça. C'est stupide. Mais par contre, pour les minéraux, c'est intéressant, mais c'est médical. S'envoyer des doses de minéraux, alors oui, ça peut sortir des personnes de situation d'anémie, mais tu vois, le problème, c'est qu'on est dans le médical. Et dans l'extrême, parfois aussi. On est dans le médical, donc il faut être bon en médecine. Mais dans les gens qui ont écouté Thierry Casasnovas dans les années 2011, 12, 13, quand il est arrivé, il y a des personnes qui ont abandonné l'alimentation pour se nourrir plus que dans les jus. Plus que de jus, et même des jus de fruits, et qui se sont organisés des désordres métaboliques, en carence ou en trop, hyper important. Mais Thierry Casasnovas, moi j'ai pas mal écouté. C'était les années où justement j'écoutais aussi beaucoup nos enseignants de yoga, qui sont très bien, mais Thierry Casasnovas, c'est bien ce qu'il raconte. Oui. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas balancer cette parole sur YouTube, parce que les gens vont faire n'importe quoi. Et maintenant, ce Thierry Casasnovas, il est un peu foufou, hein. Bien sûr qu'il est un peu foufou comme personnage, mais il a bien fait son job, mais il n'a pas été entendu. Il a été mal entendu. Et autour de moi, j'ai vu des personnes se nourrir de jus, dire « Ah, mais maintenant, je suis frugivore, parce que... c'est les nouvelles modes. Oui, on est frugivore, parce que les orang-outans et les gorilles sont frugivores aussi. Bon, mais... C'est une autre forme d'enfermement. Oui. Et pourtant, les mots, dans leur complexité de cet homme-là, moi je trouvais ce qu'il disait était intéressant. Il ramenait la question du vivant. Ouais. Surtout ça. Ouais, il en a super bien parlé. Et c'est malheureux qu'il y ait eu des dérapages, beaucoup plus de ses auditeurs que de lui-même. Est-ce que c'est pas une forme de... Il faut être complètement jeté pour se faire des jus de fruits et penser que tous ces apports de sucre vont être bons, quoi. Non, il faut penser qu'un fruit, c'est sain, et donc si tu manges plein de choses saines, tu vas être très saine. Oui. Mais ça pose aussi la question de la présence de l'enseignant. Parce que peut-être que le problème qui s'est passé là avec Casanova, c'est ça. C'est le fait que c'est par les réseaux sociaux, et donc c'est un rapport qui est très pointillé. Et s'il avait été juste à côté de la personne, ou s'il avait pu accompagner la personne, il aurait pu lui dire « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Carrément. Voilà. Et donc là, c'est le fait d'aller chercher une parole, d'en prendre peut-être qu'une partie, parce qu'il n'a jamais dit qu'il fallait se nourrir que de ça. Évidemment. Donc c'est n'en prendre qu'une partie. Donc finalement, mal l'écouter, et transformer ça en règle. Je suis 1000 fois d'accord avec ce que tu dis, mais pour ajouter encore, grâce aux réseaux sociaux, on a accès à des paroles extraordinaires. Et ça pose de nouveaux problèmes. Je suis désolé,
il n'y a pas à supprimer ni les youtubeurs, ni les réseaux sociaux. Il y a à devenir intelligent avec ça, quoi. Bien sûr. Parce que sinon, c'est passer à côté d'une source d'idées. Et de questionnement infini. Bah ouais, qui est génial. Perso, j'ai un usage... tu Immodéré. Bah non, mais intensif des réseaux sociaux. Là, hier soir, j'étais sur le compte YouTube du Musée de l'Homme à écouter une spécialiste des hominidés entre moins 300 000 et moins 500 000 ans en Europe occidentale. Je trouve ça tellement dingue. Tu vois, c'est une enseignante chercheuse. Je sais pas, il faut lire son livre sinon, mais là, tu as la chance de la voir en conférence. Et tu as même conférence 1, 2, 3, 4, 5... Comment se priver de ça? C'est chouette l'archéologie. Oui, mais peut-être que ça dit que finalement, les recherches qu'on fait, c'est plus pour se... comment dire? Une volonté de trouver une réponse, et une seule. Une réponse magique. Oui. Sans complexité. Sans complexité, et finalement préférer la réponse à la question. Et dans l'enseignement de yoga, ça nous touche. On est extrêmement touché. L'enseignement de yoga sur Instagram, c'est vrai qu'il y a des trucs bizarres. Il y a de tout, hein. Mais Instagram est un réseau social qui, tu vois, autant YouTube, c'est beaucoup de la parole, plus que de l'image encore, ça parle. Instagram, c'est l'image. C'est comme, au début, c'était que de la photo et l'usage de la vidéo est par flash. Waouh, regarde. Ça, et des fois, c'est génial aussi. Mais ça peut pas être un enseignement. Non. Mais il y a quelque chose qui va dans le sens d'un enfermement. Parce que d'un mimétisme et d'une volonté de correspondre à une image qui est donnée. C'est pour ça que le cours, la présence physique d'un enseignant, d'un alter ego, permet peut-être plus facilement d'éviter ces dérapages, finalement de s'endormir, ou plutôt d'effacer ce qui viendrait contrarier des certitudes ou des enfermements. C'est-à-dire que l'altérité t'oblige à questionner tes conditionnements. Et là, culturellement, pour moi, gamin, c'est évident. De façon complètement culturelle, je m'inscris au cours de judo de la ville, et je vais au judo. Oui, ça viendra Il y a un groupe. Ben voilà. Il y a un groupe. En fait, on est dans une espèce de scoutisme du judo, si tu veux. C'est extraordinaire. On a besoin de ça. Et il y a même, ça va plus loin. Culturellement, hein, c'est vraiment dans le culturel perso, ben, tu te mets au yoga ou au judo, peu importe, ou un art martial ou un sport collectif, c'est pas la question. Ben, tu t'y mets, si ça te plaît, ben, tu continues, et ça se compte d'année en année. Et peut-être qu'à l'âge de 16 ans, tu vas pouvoir entrer par cooptation, par relation humaine, dans un début de formation, de moniteur de quelque chose, dans la fédération des trucs machin. Donc, culturellement, personnellement, j'ai grandi là-dedans. Donc ça m'est jamais venu à l'idée de faire autrement. Tu parlais de posture et d'imposture tout à l'heure. L'imposture vient d'une espèce d'idée quand même très récente de Start-up Nation, pour reprendre les mots de notre président. Start-up Nation, je ne comprends pas, moi. Oui, mais je me suis amusée à regarder ce que c'était professeur de yoga dans les fiches métiers. Juste pour voir. Les fiches métiers... L'ONICEP, truc... Ouais. Parce que je me suis dit, c'est quand même rigolo d'aller voir de ce côté-là. Et c'est quoi ? Et donc ils expliquent que c'est un enseignant, donc il doit veiller, donc
donner un enseignement très précis, veiller au bien-être et à la bonne pratique des personnes dont il a la charge, mais aussi aujourd'hui, il doit avoir des compétences en communication, il doit démarcher des élèves, il doit faire des flyers, enfin toute une stratégie de com et donc être capable d'être son petit entrepreneur, enfin le côté entreprise. Et il y avait autant de place finalement accordée à ce que pouvait être la charge d'enseigner le yoga avec le fait de pouvoir vivre de cette fonction-là. Donc, mais tu vois, ce qui est grave, c'est que si tu vas sur la fiche CAP boulangerie, et ben c'est 2 ans d'études en alternance et c'est 5000 heures de formation à se manger, tu dors même pas. Heures de cours et pratique. Alternance pour le CAP de boulangerie. Si tu veux faire un bac pro, rebelote la même quantité, BTS, rebelote. Je trouvais ça assez intéressant de montrer à quel point que Startup Nation, c'est ça, c'est-à-dire savoir vendre aussi son Ouais, mais alors, les gens qui ont été exterminés des entreprises du secteur tertiaire peuvent devenir professeurs de yoga du jour au lendemain sans même être formés à quoi que ce soit, mais pour la boulangerie, on ne prend pas ce genre de risque. Ben non, parce que c'est l'alimentation, c'est sérieux. Tout à fait. Ou alors c'est une boulangerie qui n'est pas des boulangeries. On réchauffe des produits surgelés dans des fours selon un process. Voilà, mais on est vendeur, on n'est plus boulanger. Tout à fait. Mais la boulangerie, c'est... c'est un savoir-faire. Un gros... Et tous les métiers artisanaux. Donc au niveau CAP, Bac Pro, BTS, dans ce genre de filière-là. Professionnel. Ouais. Il y a la comptabilité, il y a tous les métiers de l'artisanat. Tous les métiers de l'artisanat. De la coiffure à la maçonnerie, enfin, voilà. Oui, je pense qu'il y a aussi de la sécurité, il y a aussi plein d'aspects qui sont envisagés. Pourquoi on ne fait pas ça dans l'enseignement de yoga ? C'est parce que je pense que la société a besoin de recycler rapidement des cadres du secteur tertiaire et en fait qui disparaissent, qui nous emmerdent pas, qui ne demandent pas à être formés à quoi que ce soit, qui n'aient droit à rien, qu'ils deviennent donc auto-entrepreneurs et qu'ils se démerdent et qu'on n'en entend plus jamais parler. Alors, il y a une forme, ça correspond, et c'est vache, parce que les prolos, on les traite comme ça depuis longtemps. Dans la Russie soviétique, dans la Russie tsariste puis soviétique, on a maltraité le monde agricole comme c'est pas permis, et c'est vraiment marrant de voir que dans les pays de l'OCDE, on maltraite, on dégraisse les cadres. On les dégraisse comme ça, et qui donc deviennent coach en ceci, professeur de yoga en cela. C'est d'une grande violence en fait. On ne devrait pas accepter de jouer à ces jeux-là. Oui, mais les mêmes cadres peuvent devenir... Il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent dans la psycho, que ce soit psychologie... Mais dans les mêmes conditions catastrophiques. Tu peux pas être psychologue si t'as pas fait... Aujourd'hui, si. Ah bon ? Dans la Startup Nation, il y a de fait des tas de personnes qui sont, alors pas psychologues cliniciens, mais qui vont se déclarer psychothérapeutes. Ah oui, psychothérapeute. À peu près rien fait. Ou dans le meilleur des cas, une école de type 3 ans, un week-end par mois. La même chose que les meilleures, les plus exigeantes formations pour faire prof de yoga ou quoi. C'était 4, les filles. Oui, c'est 4 à les filles, 3 ailleurs. Bon, voilà, on se retrouve dans un truc comme ça. Et tu vois, et là, tu te rends compte de quoi on parle ? On a une espèce de discussion de conseiller d'orientation. Oui, non, mais... Non, mais tu vois, par rapport à tout à l'heure, que le changement de champ, de perspective qu'on vient de se taper, c'est dingue. C'est de montrer quand même à quoi ça aboutit. C'est-à-dire de cette magie, cette capacité magico-technique de rétablir un équilibre et d'une inscription du vivant dans un cadre plus large que soi. On en arrive au plastique, au tapis et à la compta. Il y a un anthropologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Charles Stepanov,
Et un de ses sujets d'étude, c'est le chamanisme sibérien. Et j'avais entendu sur France Culture, facile à trouver, hein, Charles Stepanov, chamanisme. Il y a une émission de France Culture où il explique, enfin la journée je lui demande, mais comment devient-on chaman en Sibérie? Alors lui il a fait ses terrains, tu vois, il connaît bien, et puis c'est un beau conteur, Charles Stepanov, et il raconte un peu la base, il dit, bon, en général, il y a des lignées de chamans. Et quand on ne te connaît pas, on te demande toujours qui sont tes ancêtres. Ah. Là, c'est pas une question de CAP, de BEP ou. Mais ça rejoint les brahmanes. Oui, c'est du même genre. Même nature. Le monde chamanique, c'est toujours un peu les mêmes trucs, c'est des lignées, mais on a le droit de devenir. Partant de rien, on a le droit d'intégrer. Mais alors, il raconte ça. Quelle histoire! C'est très très difficile, les gens n'ont pas confiance. Qu'on ne sait pas depuis 5 ou 6 générations. Et donc il faut s'inventer une lignée d'esprit. Et il faut le mettre en pratique. Et il faut le prouver qu'on a sa lignée d'esprit. Alors que un des... Donc c'est très dur d'intégrer, mais c'est possible. Pour devenir un bon chaman, il faut, comme un médecin, il faut résoudre des problèmes. Pour résoudre des problèmes, ça peut être, je cite toujours Charles Stepanov, ça peut être avoir le génie sur une famille détruite et en souffrance, de leur trouver un arbre sacré dans la montagne, donc dans une zone où il y a beaucoup d'esprits rôdeurs et c'est dangereux, il y a des animaux, il y a des ours et tout ça aussi. Donc les arbres de la montagne sont toujours un peu dangereux, mais de trouver un bel arbre qui pourrait réunir cette famille, auquel cette famille vouerait un culte, accrocherait des petits rubans d'amour, si tu veux, des petits rubans de couleur, comme on le voit dans ces pays-là. Eh bien, si ce chaman a l'intelligence de faire en sorte que cette famille puisse refaire quelque chose avec cet accompagnement de lui, mais avec la présence de l'arbre, qui va être un médiateur, catalyseur aussi. Voilà, donc tu sais plus très bien si le médiateur catalyseur c'est l'arbre ou si c'est le chaman, mais en tout cas il y a un génie de ça. Bah voilà, fais ton truc. Et si cette famille sort du gouffre, bah ta réputation dans le village est faite. Donc on est dans des choses comme ça. Chez nous, on est un peu trop, je pense que c'est lié à l'industrie, on a un peu trop tendance à croire que dans une boîte, tu vois, une boîte comme on en achète dans les magasins, une boîte bleue pour les garçons et rose pour les filles, avec marqué King of Yoga sur la boîte, on a tendance à faire confiance tu vois, à ce genre de truc. Donc la boîte, là en l'occurrence, c'est vraiment une boîte, tu vois, une boîte, c'est-à-dire un centre de fitness, voilà. Donc il va servir de boîte bleue pour les garçons, rose pour les filles. Sur la boîte, il y a marqué comme Buitoni du yoga. On croit que... Mais ça marche pour les bagnoles. Oui. Une Peugeot 712 est une Peugeot 712, bien qu'il y ait des variantes, des tailles de moteur et tout ça. Mais on est quand même... là, il y a une perchitude qui s'explique aussi par notre rapport aux objets du monde, aux objets de l'industrie et du commerce. Oui, mais là, c'est plus de l'ordre de la représentation, c'est-à-dire que... Sur le reste de la planète, faire confiance à un chaman parce qu'il est employé dans un truc qui vient d'ouvrir dans la rue, si tu racontes ça à un Africain, il te dira, bon, de toute façon, les Africains savent que les Blancs sont des imposteurs, des fous. Il y a que chez nous qu'on ne sait pas, mais tout le reste du monde, tout le monde sait. Mais on a un problème avec ça. C'est bien de faire confiance à une marque de voiture. Mais ça ne va pas le faire pour un médecin, enfin pour quelque chose artiste. Pour quelque chose de grave. Pour quelque chose de l'art. Sérieux. De l'art.
Une particularité de l'enseignement de yoga, c'est que c'est une formation à l'intelligence, à l'écoute et à la capacité connaissante pour les artistes. Mais bien sûr, je ne parle pas des beaux-arts du 19e siècle. Hein. La médecine, l'enseignement, tout ce qui a à voir avec le subtil, quoi, avec la compréhension du monde. Il faut les hommes politiques. Un homme politique qui comprend rien à rien, c'est flippant pour le groupe. Oui, c'est vrai que de rappeler que le yoga, comme la médecine, puisqu'on a pris le mot ostéopathique, c'est d'abord un art avant d'être une science. Ouais. Et si j'entends bien ce qui se passe, l'enseignement de yoga, donc l'enseignement de savoir se joindre à ce qui soutient le monde afin d'être écoutant et voyant, en fait, c'est un art au service des autres. C'est pas un art en soi. Yoga, c'est, pour les artistes, une façon d'apprendre, à connaître, à voir, à entendre. C'est ça l'enseignement de yoga. Il n'y a pas un objet yoga. C'est un verbe. C'est le verbe yuj. Et dans une sorte de participe passé, ça fait yoga. Et on pourrait presque dire une disposition. Se joindre, être joint. Oui. C'est un verbe, c'est pas une chose. Et donc c'est une action, un verbe. Et c'est l'action d'apprendre à entendre. Mais apprendre à entendre, ça sert un peu à rien. Sinon, si tu es médecin, homme politique, enseignant, architecte, astrologue, etc. Donc ça devrait, cet aspect vrai de l'enseignement, devrait intéresser les personnes qui ont besoin de voir. Il y a des métiers où c'est indispensable. Pour moi, dans la musique et dans la danse, les gens le savent. Oui. Une interview de Sergiu Celibidache, c'est un enseignement de yoga. Lui, il est fou, hein, il passe son temps à enseigner, il parle que de ça. Mais Sergiu Celibidache, le chef d'orchestre musique classique, il a toujours le don pour enseigner. Il ne peut pas s'empêcher. On vient l'interviewer, il enseigne l'enseignement de yoga. Parce que de là où il est, il a appris à savoir écouter, à savoir le dire. J'essayais de voir savoir écouter, savoir entendre, parce que c'est aussi, quand on dit, c'est se mettre au diapason, enfin, c'est être capable de créer un espace commun pour qu'une parole existe et qu'une parole soit entendue. Et c'est aussi ça qui est de nature à ramener un équilibre, parce que souvent ça vient de ça, soit d'une parole empêchée, soit d'une parole qui n'a pas été entendue. Ça, je reconnais ton talent. Tu es une genre de chamane qui permet au sein d'un groupe à ce qu'il y ait un espace commun où les autres puissent trouver leur place et s'exprimer. C'est le rôle... Je t'ai déjà vu faire. Oui, mais ça, c'est pas le rôle de prof de yoga, mais c'est ce à quoi mène ce travail-là, de pouvoir entendre, enfin... Oui, créer un espace d'écoute, je peux pas dire autrement. Enfin... Comment ? De groupe. Je t'ai vu faire. Oui. Mais c'était pour revenir sur ce que développe ou ce que travaille la pratique de ça, de yoga, ce que c'est finalement au quotidien, plus qu'un exercice physique ou même si ça ne l'invalide pas. Mais au-delà du tapis, c'est ça, et c'est aussi ce qu'on remarque, qu'il n'y a pas toujours dans les cours ou dans les stages, c'est qu'on peut se retrouver avec des gens qui pratiquent le yoga depuis de nombreuses années et qui ont des comportements d'une agressivité incroyable,
ou d'une incapacité justement à prendre en compte la situation telle qu'elle est, les gens qui les entourent. Donc on voit bien qu'il n'y a pas forcément de diffusion ou d'élargissement de cette pratique physique d'un au-delà du tapis, se fait pas toujours, on va dire. Revenir à cet équilibre dont on parlait tout à l'heure, de ostéopathique, pour montrer que ce n'est pas que dans le champ physique, au sens articulaire, musculaire, respiratoire. Dans la matière, il y a l'espace. D'en revenir aux 5 éléments comme tu le fais. C'est ça. Avec le 5e, l'espace. Ah oui. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur les briques. Parce que moi, ça a été un grand choc quand j'ai pris conscience qu'on était fait de la même matière que les étoiles. Les atomes de carbone, d'hydrogène, tout ça. C'est dingue. L'infinie variété de ce qui peut être rencontré avec ces mêmes éléments sous des formes qui paraissent si différentes. Et ça nous ramène à cette capacité à voir à quel point on est dans un même bain. L'enfermement dont on parlait tout à l'heure, cet isolement, en fait, de se croire chacun un monde, comme s'il y avait une juxtaposition de 7 milliards de mondes. Alors que par le souffle, par la matière, par la digestion, par les mémoires, on est intimement reliés.